Donc j'ai répondu favorablement à l'invitation de Titouan, là, qui vient de me passer la parole. Je suis ravi de cette double programmation diabète. La santé publique, c'est pas toujours passionnant, l'évaluation peut-être encore moins. Donc on a multiplié les intervenants pour vous garder les yeux grands ouverts tout au long de cette soirée. Donc une soirée en 3 temps, quelques données d'épidémiologie, on ne peut pas passer au travers quand on parle de diabète, et puis on entre dans le vif du sujet aussitôt. Alors, l'Agence sanitaire et sociale sponsorise cette soirée, un établissement public de la Nouvelle-Calédonie qui a 2 missions, une mission de financement notamment par exemple la construction des nouveaux hôpitaux, le Medipôle, l'hôpital de Koné, participation, financement social avec le Fonds social de l'habitat ou le financement d'associations qui œuvrent dans ces domaines. Ça, c'est la grosse partie de l'iceberg. Et puis, une petite entité qui s'occupe de promotion de la santé et de prévention avec une déclinaison, une dizaine de programmes, dont le programme diabète que j'anime et qui nous permet de nous retrouver en multidisciplinaire ce soir. Alors quand on parle obésité, bien entendu, il faut garder à l'esprit que la face immergée de l'iceberg, c'est l'obésité. Ce diabète, c'est la première cause de longue maladie en Nouvelle-Calédonie, au premier rang. Et vous voyez sur cette diapo que le nombre d'assurés augmente très vite d'année en année, de 2006 à 2017, mais augmente encore plus vite le nombre de pathologies. Ça veut dire que nos patients sont de plus en plus polypathologiques, donc une véritable explosion de ces pathologies chroniques et une population de plus en plus fragile. L'évolution apparente du diabète, vous savez qu'on ne connaît pas bien la réalité du diabète en Calédonie, la dernière étude de prévalence date de 92. Les chiffres, là encore, de la CAFAT, des diabétiques diagnostiqués, suivis, traités, eh bien, ont été multipliés par 5 ces 20 dernières années, passant de 3 000 à 15 000 patients aujourd'hui. Alors tout cela a un coût, bien entendu, même si la maladie est évitable. Les coûts directs pour le REAM étaient estimés à 5,5 milliards en 2012. Ils étaient montés à 7,7 milliards en 2017. À ces coûts pour la CAFAT, il faut ajouter le coût au CHT, 2,3 milliards. On est déjà à 10 milliards. Puis la clinique, les cliniques à cette époque. Et puis tous les coûts indirects. Donc vous voyez que le diabète coûte cher. Alors ce diabète, il est le lit d'une fragilité familiale responsable à 20% de la pathologie et des kilos en trop, du surpoids, de l'obésité responsable à 80%. Pour autant, ce diabète de type 2, en l'occurrence, reste une maladie évitable et c'est tout l'enjeu du programme de prévention des pathologies de surcharge qui s'appelle Mange mieux, bouge plus, et vous entendez sur les ondes calédoniennes en ce moment une campagne sur le petit déjeuner. Alors l'objectif général du programme diabète, c'est une prise en charge multidisciplinaire de proximité avec des actions de prévention secondaires, la prise en charge de patients obèses, notamment dans l'intérieur et les îles, le dépistage des diabétiques au plus près de leur lieu de vie. Vous faites tous du dépistage dans votre activité professionnelle, mais un certain nombre de Calédoniens ont peu de contact avec le système de soins. Et donc, on a missionné l'association des diabétiques pour organiser ce dépistage après des séances d'information lors des fêtes, des kermesses ou à la sortie des supermarchés. Des actions de prévention tertiaire avec 3 axes importants: l'alimentation et des diététiciennes, les amputations du pied dont on va parler ce soir, et puis la rétinopathie diabétique qui fait des dégâts, un rééquilibrage dans l'intérieur et les îles, en CMS, au CHN. On a la chance ce soir d'avoir l'imminent Dr Casteman qui opère de Bélep à Poya jusqu'à Canala. Le Nord est là ce soir. Et puis à Nouméa, le centre d'éducation qui propose des stages d'éducation thérapeutique, des stages qui visent à des changements de comportement de santé, donc des stages qui se déroulent dans le temps. Et puis le forfait de soins du pied, dont on va plus particulièrement parler ensemble dans un instant. Qui dit santé publique dit évaluation. Une évaluation externe complète du programme a eu lieu en 2011, une évaluation du dépistage de la rétinopathie en 2019, et puis on va vous présenter ce soir l'évaluation externe de l'axe prévention des amputations du pied.
L'évaluation au centre d'éducation montre une nette amélioration de la qualité de vie des patients, une amélioration de la composition corporelle avec le rapport du gras et du muscle, une amélioration de l'équilibre du diabète avec une baisse de 1% de l'hémoglobine A1C, mais aussi une démédicalisation, une déprescription avec une baisse des médicaments antidiabétiques, mais aussi de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, anti-gouttes, les machines d'apnée du sommeil, etc. Le recul du tabagisme grâce à notre collaboration avec le Centre de soins en addictologie. Et puis, a débuté la semaine dernière le baromètre santé adulte qui, cette année, a la particularité d'avoir un bras diabète. Et donc, on va mesurer à nouveau, comme en 92, la prévalence en population sur un échantillon représentatif. Donc, on aura la réalité du terrain. On verra si on a progressé. Ça permettra, là encore, de faire de l'évaluation. En 92, 75% des diabétiques s'ignoraient. Ben, on va voir aujourd'hui où on en est de ces résultats, si on a fait du bon boulot ces 30 dernières années. Alors le pied diabétique, ben, ça va de la prévention au traitement des pieds. En médecine générale, c'est pas facile. L'examen des pieds, c'est chronophage, ça peut être délicat. C'est difficile à promouvoir. En métropole, avec le ROSP, on encourage financièrement les médecins à le pratiquer, bien entendu. Pour autant, il permet à la fois la gradation du pied et de protocoliser la prise en charge, comme on va le voir. Alors, les trois principales causes de non-cicatrisation d'une plaie, c'est la non-suppression totale de la pluie, c'est une artérite chronique des membres inférieurs ou une ostéite. Je ne vous apprends rien. Le pied diabétique, c'est une complication à la fois micro et macrovasculaire. Vous voyez que la neuropathie représente 55% de ces plaies, l'ischémie 10% et puis le neurovasculaire 35%. Alors, dans le programme diabète, pour s'attaquer, Bruno nous rejoint, pour s'attaquer à ce problème d'amputation, on a trois axes. Le forfait de soins du pied qu'on va développer ce soir, avec la gradation et des patients à risque, des séances d'éducation thérapeutique de groupe au centre d'éducation pour les patients en stage, et puis des vacations avancées de podologie opérées par le syndicat des podologues. Et Pascal prendra la parole dans un instant, la présidente du syndicat, qui permet à l'ensemble des Calédoniens d'avoir ou presque un contact avec les podologues. Alors sur le Grand Nouméa, ce forfait de soins du pied a été mis en place il y a un moment maintenant, en 2007. Il est fait pour les patients à risque, c'est-à-dire avec un grade 2 ou 3. Il consiste en un bilan plus 5 soins annuels. C'est un maximum, ça peut être moins. Le coût de la séance, il a été calculé sur le montant de la clépote de métropole et l'indexation. C'est 5 000 francs le soin. Le coût il est supporté aujourd'hui par l'Agence sanitaire et sociale, mais l'enveloppe est contrainte, 8 millions annuels. Et puis il donne lieu à un compte-rendu pour le médecin et aussi pour l'agence sanitaire. Et ce sont ces comptes-rendus qu'on a détricotés, notamment pour l'évaluation. Alors en France, en parallèle de ce que la Calédonie a mis en place en 2007, sur recommandation de la HAS, il y a eu la création de la clépote par l'assurance maladie. Les consultations de pédicure podologue ont été prises en charge à raison de 4 par an pour les patients de grade 2 et de 6 par an pour les patients de grade 3. Et puis plus récemment, en 2020, toujours sur recommandation de la HAS, la Caisse va un peu plus loin et elle offre aujourd'hui aux patients de grade 1 2 consultations prises en charge chez les pédicures podologues. Donc tout ça est à suivre. On met un peu la pression sur Patricia, la CAFAT, qui est là ce soir et qui participera au débat. Bien entendu, ce qui marche le mieux, c'est le travail pluridisciplinaire quand on prend en charge le pied diabétique. Alors, évaluer une priorité de santé publique, et je laisse la parole à mes collègues pour la suite. Donc, bonsoir à tous, merci d'être venus nous voir et nous écouter ce soir. Donc là, je vais vous présenter le côté... Pardon. Alors, présentation donc du forfait de soins podologiques. Donc, comme l'a dit Dominique, il existe pour moi depuis 2008. Pourquoi est-ce qu'il a été mis au point et pris en charge par l'Agence sanitaire et sociale? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vide et qu'en fait, les patients n'avaient aucune prise en charge, ni par la sécurité, ni par la CAFAT, ni par l'aide médicale gratuite, l'aide médicale, l'AMG. Donc, en fait, ce programme a été mis au point sur les conseils de François Doré
au départ. Après, il a été mis en place donc, par les pédicures podologues pour mettre une présentation qui était un peu calquée sur la clépode qu'on connaît en métropole. Donc, hop. Voilà. Donc en fait, comme vous l'a dit aussi Dominique, il a un peu empiété sur mon territoire. On est présent dans la mesure du possible dans la totalité de la Calédonie. Donc on est présent sur le nord et sur les îles grâce à des vacations qu'on effectue en fait dans les CMS, en règle générale tous les 2 mois. On est présent en fait avec un programme dans les cabinets privés qui est évalué en fait à 200 séances par cabinet privé, pas par podologue mais par cabinet privé. Donc ça ne représente environ que 18 diabétiques à traiter par mois puisqu'on commence à peu près qu'en fin février, début mars. Ça fait très peu. Compte tenu du nombre qu'on vous a donné, en fait, tous ne présentent pas un mal perforant ou des soins vraiment importants à faire, mais ça présente quand même pas beaucoup d'offres de soins par rapport à la totalité de la population en fait, qui devrait en bénéficier. Alors, donc ça commence par vous, en fait, hein, puisque on avait décidé au départ de mettre le médecin traitant au centre du dispositif. Donc ça commence par votre prescription médicale qui doit suivre en fait quelque chose de normé. Donc normalement ce sont des ordonnanciers que vous avez tous reçus de l'agence sanitaire. On reçoit encore de temps en temps des demandes sur des feuilles bleues. Donc là, si vous pouviez faire attention et toujours les rédiger sur ce type en fait d'ordonnance, ça serait bien parce qu'on a dessus tout le support en fait déjà. Si les gens ne viennent pas avec un carnet de santé à jour, on a déjà en fait quelques mesures avec les taux. Et puis, votre estimation et la présentation des différentes pathologies en fait, du patient par son médecin traitant et pas par lui-même. Donc ça, c'est bien quand c'est bien rempli. On en a encore quelques-unes qui reviennent et qui ne sont pas signées. Donc, quand vous nous envoyez ce type d'ordonnance, c'est bien que ça soit rempli en totalité, en fait. Hein. On a besoin vraiment des informations qui sont dessus. Une fois que cette ordonnance type a été rédigée, le patient prend rendez-vous donc dans nos cabinets. Voilà. Et là, je vais vous présenter donc les différentes étapes après du parcours de soins chez nous. On va avoir la grille de graduation. Voilà. Alors c'est pas tactile, je sais pas comment vous faites, vous n'allez pas le voir, mais est-ce que vous le connaissez tous? En fait, pour qu'il y ait une prise en charge chez les podologues, en fait, contrairement à la métropole qui prend maintenant les grades 0 et 1, enfin pas 0 mais 1 en charge, nous, on ne va les prendre en charge qu'à partir du grade 2. Donc, je vais du coup vous les lire. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, pour que les patients soient éligibles à notre programme, il faut qu'ils soient grade 2. Et pour ça, il faut qu'ils présentent... Hop là. Ça vous dit rien? Hein, en fait, c'est adossé à l'ordonnancier. Voilà. Donc, en fait, on a le grade 0. Je reprends tout depuis le départ. Donc, ce sont des personnes qui sont plus ou moins asymptomatiques. Elles n'ont ni neuropathie ni artérite. On a cependant des possibilités de déformation du pied. On a le grade 1 avec une neuropathie sensitive isolée définie par la perte de sensation au microfilament de 10. Là, on a un examen normalement qui doit être effectué chez le médecin avec un examen des pieds, des chaussures et une éducation thérapeutique du patient et les conseils d'hygiène. Après, on arrive au grade 2, donc celui qui nous intéresse puisque c'est le début de la prise en charge. On a là la présence de 2 choses, une neuropathie et une déformation du pied et ou plus de l'artérite en fait. On y a rajouté, mais là c'est pas présent, la possibilité d'avoir des ongles complètement mycosés. Donc si vous avez un patient qui se présente et qui a des ongles mycosés à plus de 70% de la plaque ingéale, on a une possibilité en fait de prise en charge dans le programme diabète. Donc les mesures pour le grade 2, je récapitule pas celles du grade 1, elles sont déjà énoncées. On a après donc le bilan par le podologue pour les soins de podologie tous les 2 mois. Ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. C'est plus franchement vrai tous les 2 mois. Parce qu'en fait, quand le programme a été créé, on n'avait pas de nombre de séances qui avaient été établies. En fait, à chaque fois qu'on voyait quelqu'un qui le nécessitait, on pouvait le prendre en charge. Et
comme n'étant pas limité, on s'était fixé à tous les 2 mois hors mal perforant plantaire pour laisser aux ongles le temps d'avoir une croissance suffisante pour un soin. Maintenant, c'est plus tous les 2 ans puisqu'on a une enveloppe qui est contrainte à seulement 200 prestations par cabinet. Donc ensuite, on avait le grade 3, où là, on a déjà des antécédents d'amputation ou d'ulcération du pied. C'est ce qu'on voit maintenant, comme on a une enveloppe contrainte, c'est ce qu'on voit maintenant le plus en cabinet, puisqu'on réserve les séances aux personnes qui ont le plus besoin d'être vues. Il y a des questions sur les différents grades ou pas? Ou c'est clair pour tout le monde? Parce que souvent, on a des ordonnances qui arrivent et en fait qui ne sont pas gradées. Voilà. Donc, une fois que le premier rendez-vous est fait, on effectue les soins, bien entendu, on fait une évaluation du pied, on essaye de faire de l'éducation thérapeutique en même temps qu'on fait le soin, parce qu'on a la possibilité d'avoir une écoute. En fait, la personne, elle est un peu coincée sur le fauteuil, donc on essaye de lui faire passer les messages d'éducation thérapeutique. Et il y a une restitution ensuite de ce qui a été fait sur un formulaire qu'on appelle le bilan initial de soins. Donc vous avez tout ce qui concerne en fait l'évaluation du patient, son nom, son prénom, où il habite, sa taille, son poids. Et là vous avez en fait, on a à remplir les mesures d'HB1C avec la date et la constante qui a été observée. Donc quand on a des patients qui se présentent et qui n'ont pas leur carnet, on a vraiment besoin que l'ordonnance type qui vous a été demandé soit rempli, parce que sinon on n'a pas les renseignements. La plupart des patients en fait ne connaissent pas leur taux d'HB1C. On a un petit récapitulatif sur les maladies en fait adjacentes que peuvent avoir les patients. Ça nous donne déjà une bonne idée de l'état général. Et ensuite on remplit une grille d'évaluation en fait. Donc, qui va forcément évaluer les 2 pieds, ça c'est certain, qui va évaluer en fait le pied en lui-même, la peau, après la situation des orteils, parce qu'on a très fréquemment des petits soucis simplement au niveau des orteils, et puis après les lésions qu'on va voir sur l'ensemble du pied, et après une petite estimation vasculaire, mais qui va se faire avec les moyens du bord, je dirais entre guillemets, parce qu'on n'a pas toujours, on le fait avec les mains, on va rechercher les pouls, les différents pouls, mais la plupart des patients n'ont pas toujours vu un spécialiste en fait des membranes au niveau circulatoire, donc on n'a pas toujours de bilan qui a été fait très récemment chez le patient. On n'a pas ça en fait en renseignement. Très souvent, ça a été oublié ou pas demandé. Et à l'issue de notre examen, en fait, on va arriver à la gradation. Donc, quelquefois, elle ne se recoupe pas avec la gradation du médecin traitant, parce que on n'a pas le même regard quelquefois en fait sur le pied, même si ça a été bien expliqué en fait dans les types de graduation. Donc il nous arrive de revenir sur la gradation, mais c'est quand même ça reste quand même pas fréquent. Vous avez après une restitution qui va se faire sur les schémas, donc avec la localisation des hyperkératoses, tout ce qu'on a pu trouver en fait sur le pied, les anomalies articulaires s'il y en a, le besoin de semelles s'il y en a, et ensuite l'évaluation en fait du nombre de soins qu'on va accorder à la personne qui est venue nous voir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'est plus maintenant systématiquement un examen initial plus 5, donc pas forcément 6 séances chez le podologue par an. On va estimer en fait ce qu'on peut donner en fonction du forfait à chaque patient. On aimerait bien leur en donner à chacun 6, mais c'est plus possible. Donc la restitution sur le formulaire du soin, le voilà. En règle générale, on glisse dans le carnet quand les patients l'ont, mais c'est quand même très souvent qu'ils viennent sans. Une fois qu'on a fait notre examen initial, en fait, on va commencer à initier le programme de soins. Donc là, vous avez un exemple type en fait de la feuille qui est remplie en séance de soins. Et on va reporter tout ce qu'on a fait. Et ça va être donné après avec l'examen initial à l'agence. Et c'est elle qui va refaire un contrôle de surveillance en fait au niveau de ce qu'on lui restitue. Et ça, normalement, souvent, les patients, ils ont
ceux qui amènent leur carnet de santé, en fait le carnet de santé il est déjà énorme, donc les séances de soins en ce qui me concerne, moi j'ai marge sur le carnet, mais je mets plus le papier dedans, ça leur fait des trucs qui sont énormes et souvent c'est perdu. Donc ça j'avoue que maintenant j'ai marge directement quand ils ont leur carnet. Après, peut-être que tous les podologues font pas pareil, je ne sais pas. Donc là, je suis revenue donc, sur l'origine de programme. Les 6 séances, en fait, un examen initial et 5 séances après, et pas de quota de patients, ça c'était au départ. Et on avait une convention annuelle, en fait, qui nous permettait, quand on recommençait le programme de soins en février, de programmer les gens, en fait, les patients, tous les 2 mois. Maintenant, on a des conventions qui ne sont plus annuelles, mais qui sont mensuelles. Donc ça explique qu'on est vraiment, on doit re-signer des conventions tous les mois parce qu'en fonction de ce qui reste sur le budget, on pourra faire ou on ne pourra pas faire. Donc maintenant c'est tous les mois qu'il faut re-signer les conventions. Imaginez le bazar que ça peut être pour reporter les patients parce que on les reporte à la date, imaginons on est en mars, on va les reporter en mai, mais on ne peut pas leur assurer qu'ils auront des séances en mai. Donc ça devient un petit peu compliqué en fait, pour la lisibilité annuelle c'est difficile. Voilà. Donc après, hop, voilà, ça c'était bon. Et donc après, à la fin donc, des périodes de soins, on va avoir un examen final. Donc que voilà. Bon, on reprend toujours l'identité du patient, ça c'est sûr. Et on essaye en fait de classifier la plupart des lésions qu'on a traitées pendant l'année ou pendant les séances qu'on lui a octroyées. Et on décide en fait du report en fait d'un forfait, si c'est possible, pour l'année d'après. En fait, en fonction de l'examen final. Et ça, normalement, tous les patients l'ont aussi dans leur carnet. Après, je ne suis pas sûre que tous le conservent, mais normalement, c'est comme ça. Là, on est à la fin du bilan final. Voilà. Moi, j'ai évité de vous mettre des pieds affreux, parce qu'on n'est pas obligé d'en regarder tout le temps. Donc là, je vous ai mis des pieds en bonne santé, en fait, avec des gens qui partent faire de l'activité physique, ce qui est quand même tout ce qu'on peut souhaiter à nos patients. Après, qu'est-ce qu'on peut dire du programme? C'est qu'il fonctionne. Olivia va vous donner la restitution en fait, de l'évaluation. Après, on ne peut que se féliciter en fait du bon travail qu'on a, de la bonne collaboration qu'on a entre les médecins traitants, les infirmiers et puis toutes les séances de cicatrisation qu'on peut avoir avec Bruno, parce que ça nous a quand même apporté pas mal. Sans vouloir lui lécher les bottes, on avait des patients. Non, mais c'est tout à fait vrai. On avait des patients qui étaient présents en cabinet parce qu'ils avaient des suivis infirmiers qui n'avaient peut-être pas les bons protocoles, etc. Les gens n'avaient pas la décharge qu'il fallait. Et en fait, en travaillant en collaboration et en les envoyant chez Bruno, d'abord quand il était à l'hôpital, puis après sur la clinique, en fait, on a vu se résorber des maux perforants qui traînaient depuis X temps et puis qui, en fait, là, sont revenus à un pied, je ne vais pas dire normal parce que ça c'est pas possible, mais on n'a plus de plaies. Hein. On n'a plus de choses chroniques qui, en même temps, pour la CAFAD, généraient des soins infirmiers qui étaient sans fin. Donc, on ne peut que se féliciter de la bonne collaboration qu'on a entre nous. Après, on ne peut que déplorer qu'il n'y ait pas plus que 200 séances parce que vous avez vu le nombre de personnes diabétiques sur la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, tous n'ont pas de pathologie grave au niveau du pied, mais c'est vrai que la prévention, c'est quand même ce qu'il faut qu'on fasse. Donc si on pouvait arriver aussi à une prise en charge des patients qui sont de grade 1, ça serait quand même pas mal pour préparer la suite, parce que malheureusement, ceux qui sont grade 1, très souvent, ils arrivent sur du 2 quand même assez rapidement, compte tenu souvent de la population qui vieillit et puis qui en fait ne s'occupe pas vraiment de ses pieds. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le programme qui est assuré en fait sur la totalité de la Calédonie par les podologues. Maintenant, les questions, je crois que c'est après. Donc, ça va être notre évaluatrice de programme. Merci. Bonsoir à tous. Donc du coup, je vais vous présenter l'évaluation de ce dispositif de podologie que j'ai effectué dans le cadre de mon master de santé publique.
Alors, pour commencer, un état sur la littérature sur le pied diabétique. Sera ensuite présenté le dispositif de podologie et son évaluation, avec les objectifs, les questions évaluatives, la méthodologie, les résultats et leur analyse. Avant de conclure, les propositions d'amélioration émises seront exposées. Donc avec 463 millions d'adultes touchés, le diabète est aujourd'hui un enjeu majeur international de santé publique. Non détecté et mal contrôlé, il est à l'origine de conséquences graves à de multiples niveaux, comme le perte de la vue, l'AVC ou encore les amputations des membres inférieurs. Le diabète est ainsi la première cause mondiale d'amputation non traumatique. En effet, il y aurait une amputation de membre inférieur toutes les 30 secondes chez les personnes diabétiques selon la Fédération internationale du diabète. Dans le but de diminuer cette prévalence des plaies de pied diabétiques et d'amputation, les recommandations internationales et nationales préconisent l'adoption de stratégies de prévention, l'ETP sur le diabète, le contrôle optimal de la glycémie, l'ETP au pied diabétique et la formation des patients, la formation des professionnels de santé sur ce pied, le dépistage, l'identification des patients à haut risque et des examens de surveillance réguliers, les séances de soins de prévention par les podologues et la prise en charge multidisciplinaire de ce pied. Centrons-nous maintenant sur le dispositif de podologie. Il y a 3 dates importantes à connaître sur son émergence. En 2005, l'étude du docteur Doré a objectivé 2 à 3 amputations réalisées par semaine chez les diabétiques. Ainsi, en 2006, la prévention des amputations devient l'objectif prioritaire par le comité de pilotage du programme Diabète. Et enfin, en 2008, après les démarches administratives et les actions de formation, le dispositif est déployé concrètement. Sa théorie d'intervention m'est apparue la suivante. Tout d'abord, nous avions un objectif général ambitieux qui était de diminuer de 50% en 5 ans le nombre d'amputations chez les diabétiques, qui a été remplacé en 2009 par intensifier la prise en charge podologique du pied diabétique. Cet objectif général a été décliné en 5 objectifs spécifiques: augmenter les connaissances des diabétiques sur le pied diabétique, améliorer le dépistage et la prise en charge de ce pied, en prévenir ses complications, et former les professionnels de santé des centres médico-sociaux de l'intérieur et des îles à ce pied diabétique. Pour cela, il décline 3 actions qui correspondent à 4 stratégies de prévention que je vous ai présentées précédemment. Tout d'abord, l'atelier d'ETP des pieds en bonne santé, qui est assuré par un podologue au centre d'éducation, qui s'appuie donc sur la stratégie d'ETP au pied diabétique. Le forfait de soins que Pascal vous a présenté, qui s'appuie sur 2 stratégies de prévention, le dépistage du pied diabétique et les séances de soins de prévention. Et enfin, les vacations de podologie dans les CMS, où les podologues assurent 3 missions: l'ETP au pied diabétique, les séances de soins de prévention et la formation de professionnels de santé sur site. Ainsi, cette action s'appuie sur 2 stratégies, les séances de soins de prévention et la formation des professionnels de santé. Passons à l'évaluation du dispositif. Son objectif général était d'évaluer le fonctionnement et l'efficacité du dispositif de podologie. Pour cela, 4 objectifs spécifiques ont été déclinés. Analyser la pertinence et la cohérence du dispositif au regard du contexte calédonien et de son système de santé. Établir un bilan des actions mises en œuvre, identifier les forces et les faiblesses actuelles et proposer des recommandations en vue de son amélioration. Pour pouvoir répondre à toutes ces objectifs, les questions évaluatives ont été formulées autour de 4 mots-clés. La pertinence, le dispositif répond-il aux besoins de santé de la population calédonienne diabétique? De la cohérence interne et externe, que peut-on dire de son organisation générale? Est-ce que celle-ci s'inscrit dans les évolutions du système de santé calédonien? Du processus et de l'implémentation, que peut-on dire de sa qualité de mise en œuvre et de son implémentation? Quel a été son niveau d'acceptation par les professionnels de santé concernés et les patients? Et que peut-on dire de sa soutenabilité à long terme? Et enfin, des effets en santé et des impacts, que peut-on dire de son efficacité? Passons à la méthodologie. Donc ici, 9 populations cibles ont été décrites. Elles vous sont exposées là. Et les populations sources ont quant à elles été sélectionnées dans les bases de données du centre d'éducation. 5 méthodes ont été déclinées pour cette évaluation. Tout d'abord, une étude de documents, avec l'étude rétrospective de données quantitatives des différentes actions, mais aussi une demande d'informations sur les amputations des membres inférieurs chez les diabétiques au CHT.
Par la suite, des observations directes des 3 actions du dispositif ont été réalisées en 2020. Puis 2 types de questionnaires ont été créés. Tout d'abord, un questionnaire auto-administré qui a été décliné selon les professionnels de santé concernés. Et enfin, un deuxième type de questionnaire administré par entretien téléphonique à destination des 3 médecins coordinateurs des provinces. Par la suite, des entretiens semi-directifs ont également été réalisés avec 8 professionnels de santé. Et 2 entretiens directifs ont eu lieu avec la coordinatrice réseau du programme diabète et le syndicat des podologues. J'en viens maintenant à la partie des résultats, celle qui nous intéresse. Donc, le dispositif était pertinent lors de sa création par le nombre important d'amputations chez les diabétiques au CHT et le demeure aujourd'hui par un chiffre qui reste encore assez élevé. Des données nous manquent pour pouvoir affiner cette pertinence, comme l'évolution des amputations majeures mineures depuis 2008, le suivi ou non par un podologue avant l'amputation, ou encore des éléments de coût hospitalier de ces séjours d'amputation. Par la suite, il sera aussi nécessaire de prendre en compte l'activité de l'unité pied diabétique de la clinique Nou à l'avenir pour vraiment avoir toute la représentativité des amputations. Par rapport à la cohérence, les 4 stratégies de prévention du dispositif présentent une cohérence externe, ces stratégies étant en accord avec l'évolution qui était prévue du système de santé calédonien à travers le plan de santé d'Ocamo, mais aussi interne forte. La théorie d'intervention semblant complète en déployant une offre d'activités de prévention des amputations à l'ensemble des Calédoniens diabétiques. J'en viens au processus et l'implémentation, commençant par la mise en œuvre et l'implémentation des stratégies de prévention. Pour la stratégie de TP en groupe, celle-ci est donc déployée sous la forme de l'atelier d'éducation des pieds en bonne santé au centre d'éducation et assurée par 5 podologues. Elle présente une réalisation pérenne avec un nombre d'ateliers équivalent d'une année sur l'autre. En 2020, un indicateur sur le nombre de participants a été instauré, mais il n'existe aucun objectif chiffré pour ces 2 indicateurs. Le cahier des charges est respecté par les intervenants, mais il y a une réalisation variable de l'examen des pieds en fin d'atelier. Donc 2 freins ici à cette stratégie, elle reste limitée au Grand Nouméa et l'évaluation des pieds est aléatoire. J'en viens à la deuxième stratégie, qui est le dépistage du pied diabétique. Elle se base donc sur 4 temps, qui est à la base de l'ETP sur le pied diabétique envers les patients. 60,6% des médecins généralistes et diabétologues enquêtés évoquaient ces complications avec leurs patients et 78,8% d'entre eux pratiquaient le dépistage annuel du pied diabétique. Toutefois, la possession des instruments de dépistage restait variable. Le monofilament de nylon était le plus possédé et la possession n'entraînait pas toujours forcément l'usage. Enfin, la gradation du risque podologique restait peu réalisée, notamment par les médecins généralistes hors Grand Nouméa qui n'en voyaient pas l'utilité, tandis que ceux du Grand Nouméa le pratiquaient pour prescrire le forfait de soins. 2 freins ici à cette stratégie, la connaissance et la pratique variable du dépistage. J'en viens maintenant à la stratégie de prévention qui est les séances de soins de prévention, en commençant par le forfait de soins, où 9 podologues y sont impliqués. Sa visibilité est correcte au niveau des professionnels de santé prescripteurs. Le cahier des charges est relativement respecté par les podologues. 2 points qui nuancent. On observe des bilans des fois effectués pour des patients de grade 0 et 1 sur prescription médicale, ce qui n'est pas autorisé par le forfait actuellement. Et certains médecins ont évoqué ne pas avoir le retour des fiches de bilan et ou de soins. Comme Pascal l'a évoqué, celles-ci sont glissées dans le carnet de santé. Le forfait de soins, il a connu 4 périodes d'évolution de son nombre d'actes par podologue, sans aucune restriction en début, pouvant aller jusqu'à 900 actes par an. Chaque cabinet ne dispose aujourd'hui plus que de 200 actes par an maximum, voire moins. Il n'a pas été possible pour ce forfait de soins d'analyser l'ensemble des indicateurs mis en place. Les fiches de bilan et de soins sont possédées par l'ASS mais non traitées. La coordinatrice réseau actuelle a mis en place un tableau des patients suivis par les podologues, mais les données restent non étudiées par manque de temps et étant antinomiques avec sa mission d'accueil au centre. Enfin, il n'est pas connu la prévalence des diabétiques avec pied à risque pour évaluer le besoin minimum de forfait qui nous permettrait de couvrir toute cette population. Pardon, j'ai oublié. Les 2 freins, donc l'ouverture qu'au grade 2 et 3 et la réduction du nombre d'actes d'année en année. Je passe maintenant aux séances de soins de prévention avec sa forme d'évacuation dans les CMS.
La majorité des CMS y sont desservis par 6 podologues, mais il y a une fréquence de passage qui est quand même disparate, pouvant aller de 6 vacations par an dans certains CMS à seulement une annuelle dans plusieurs CMS en province nord. La visibilité est correcte de ces vacations, avec une augmentation du nombre de patients vus par vacation chaque année, mais elle demeure encore sous-utilisée. Seulement 22% des diabétiques de l'intérieur et des îles en ont été bénéficiaires en 2019. Pour le déroulement de ces vacations, le cahier des charges est respecté par les podologues. Les conditions d'accueil sont globalement satisfaisantes pour un début rapide. La principale difficulté auquel fait face les podologues, c'est la venue des patients, qui dépend de l'implication de l'équipe du CMS, mais aussi des événements culturels, de la possibilité de transport ou encore de la compréhension de ces vacations par les patients. Sur les ressources matérielles, un discours contradictoire demeurait. L'agence finance une mallette, mais les podologues utilisent leur propre matériel car celle-ci serait obsolète. Donc 2 freins à cette stratégie, la couverture et l'organisation variable des CMS. Je passe maintenant à la dernière stratégie qui est la formation des professionnels de santé. Donc celle-ci est déployée lors des vacations dans les CMS par les podologues. Il n'a pas été possible d'analyser l'implémentation. Aucun dossier recense les professionnels de santé formés à ce jour. En pratique, il y a un suivi très disparate de ces formations par les équipes qui restent principalement centrées sur l'explication d'actes de pédicurie sur des cas compliqués. Les professionnels de santé ayant en même temps que les vacations leur propre consultation à gérer. Donc ici, 2 freins à cette stratégie, la disponibilité et la motivation des équipes du CMS. Quant à l'acceptabilité, l'ensemble des enquêtés ont estimé le dispositif essentiel au travers de 2 points forts. Le forfait de soins permet de combler l'inexistence de la lettre clé POD, la lettre clé de prise en charge de ces séances de soins des podologues par la sécurité sociale en métropole, tandis que les vacations de podologie permettent de combler l'absence de podologues dans l'intérieur et les îles. Des points faibles ont aussi été énumérés. Pour la stratégie d'ETP en groupe, celle-ci n'est donc couverte qu'aux diabétiques du Grand Nouméa. Pour la stratégie des séances de soins de prévention pour le forfait de soins, c'est le nombre d'actes limité et le non-financement des caisses maladies qui ont été pointés du doigt. Tandis que pour les vacations dans les CMS, c'est la fréquence de réalisation et la communication variable entre CMS et podologue qui a été mise en avant. Enfin, pour la stratégie de formation de professionnels de santé, le manque de disponibilité des professionnels a été souligné. Le dispositif nous a paru soutenable dans sa globalité, mais quelques points nuancent cette réponse. Pour le TP en groupe, on a un budget initial alloué qui est souvent révisé à la hausse au cours de l'année. Et pour la stratégie des séances de soins de prévention, pour le forfait de soins, on a une restriction budgétaire qui a amputé son nombre d'actes et donc sa portée d'action. Tandis que pour les vacations de podologie, c'est surtout le manque de podologues pour la province Nord. Hop, je passe maintenant aux effets en santé. Donc l'objectif général initial qui était de diminuer de 50% les amputations des membres inférieurs chez les diabétiques n'est bien sûr pas atteint, mais on observe quand même une légère diminution du nombre d'amputations. Pour l'objectif général actuel qui est d'intensifier la prise en charge des complications podologiques, il nous semble plus ou moins atteint, la majorité du territoire étant couvert en termes de stratégie de prévention des amputations. Mais 3 points nuancent aussi cette réponse. Le forfait de soins podologiques dans le Grand Nouméa n'est ouvert qu'au grade 2 et 3, tandis que les vacations sont ouvertes à tous les diabétiques. Il y a une faible dispense d'offres d'ETP en CMS, au pied diabétique, et la mission de formation des professionnels de santé reste peu effectuée. Je vous ai ici recensé quelques impacts positifs du dispositif et je veux notamment mettre en avant l'investissement fort des podologues sur ce pied en le promouvant lors de tous les événements possibles ou auprès encore d'employeurs calédoniens. À l'aune des résultats de cette évaluation, des recommandations ont été émises pour améliorer le dispositif. Pour la stratégie de dépistage du pied diabétique, c'est notamment de développer ou de réactualiser des formations post-universitaires vers les professionnels de santé sur ce sujet. Pour la stratégie de séance de soins de prévention, que ce soit pour le forfait de soins ou les vacations de podologie, il a été noté le besoin d'amélioration organisationnelle, communicationnelle et politique. Je voudrais vraiment insister sur celle politique avec un investissement indispensable des caisses maladies, avec la création de la lettre clé POD
pour le forfait de soins, ce qui permettra à l'ASS de le modifier en proposant par exemple un bilan podologique pour les grades 0 et 1 annuels. Et pour les vacations, cela permettrait d'augmenter le nombre de les fonds alloués et donc le nombre de vacations. Enfin, pour la stratégie de formation des professionnels de santé, d'autres formes seraient envisagées comme des soirées de formation ou encore la mise en place de stages. Au-delà de ces recommandations d'amélioration du dispositif, à l'aune toujours des résultats de l'évaluation, des recommandations générales ont pu être mises en lumière, et ce en lien avec la célèbre charte d'Ottawa. Donc, tout d'abord, la première recommandation, ça serait d'élaborer donc une politique publique saine et culturellement adaptée en matière de prévention et de gestion du diabète. Pour cela, 2 propositions: déployer la taxation sur les produits sucrés et plaidoyer pour la mise en place d'un programme de promotion de la santé des pieds. Une deuxième recommandation, réorienter les services de santé calédoniens vers la prévention, avec 3 propositions émises, principalement celles que je vous ai évoquées précédemment au niveau du dispositif, mais aussi améliorer le chaussage professionnel des diabétiques. Et enfin, 3e et 4e recommandation, acquérir des aptitudes individuelles et renforcer l'action communautaire, avec 2 propositions émises, en développant et améliorant l'offre de TP au diabète par un passage obligatoire des diabétiques au centre d'éducation et en instaurant des ateliers de TP aux pieds diabétiques au niveau territorial. Pour conclure, le dispositif présente une existence qui est impérative et nécessaire en ANC aux égards des éléments épidémiologiques, d'éléments administratifs, mais aussi démographiques. De plus, la légère baisse du nombre d'amputations depuis sa mise en place, c'est un fort encouragement pour poursuivre dans la lignée d'action qui a été adoptée. Toutefois, il nous manque des données sur ces amputations pour une évaluation encore plus complète du dispositif. Enfin, je finirai par insister de nouveau sur l'absence de financement des soins de prévention des podologues par les caisses maladies, qui est aujourd'hui un frein majeur à la mise en place des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé en Nouvelle-Calédonie et donc au développement du dispositif, comme au moins un bilan annuel pour les grades 1. Voilà. Alors, toujours dans le cadre et le prolongement de ce diabète, on va parler obésité et grossesse, et on va décliner le diabète gestationnel. Donc, quelques rappels rapides sur la définition du surpoids, qui correspond à une approche quantitative de l'excès de masse grasse. L'outil de mesure, vous le connaissez, c'est l'indice de masse corporelle. La formule, vous la connaissez aussi. Et les limites, les normes, c'est un rapport poids-taille qui est compris entre 25 et 30. L'obésité, on est déjà dans la maladie, c'est quand cette IMC dépasse 30. On peut aussi qualifier cette obésité de façon qualitative. L'approche se fait à l'aide du périmètre abdominal pour statuer sur la présence ou non d'une obésité abdominale, avec des ABAC différents contrairement à l'IMC chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, on parle d'obésité abdominale quand la circonférence abdominale dépasse ou égale 88 cm, chez l'homme 102 cm. Donc vous rappelez qu'on mesure en position debout, entre les repères osseux la supériorité des crêtes iliaques et les dernières côtes flottantes. La prévalence de cette obésité abdominale en Calédonie, elle est époustouflante, c'est 54% des adultes, mais surtout il y a une grande disparité homme-femme avec 69% des femmes calédoniennes qui présentent une obésité, qui souffrent d'une obésité abdominale, contre seulement 38% des hommes. Ce sont des données qui vont être bientôt actualisées parce que vous savez qu'un nouveau baromètre santé est en route depuis quelques jours. C'était donc les données qui datent de 2015. Alors si on s'intéresse aux tranches d'âge et à nos jeunes futures parturiantes, eh bien on voit que déjà dans la tranche des 18-25 ans, on a 30% d'obésité et 50% de surcharge pondérale. Donc déjà, les plus jeunes calédoniennes ont une fois sur deux un problème de poids. Si on avance un peu en âge, les 25-35 ans qui font des bébés, je vous le garantis, on est déjà à 2/3 de surcharge pondérale. Et si on pousse un peu à 35-44 ans, on atteint pratiquement 70% de problèmes de surcharge pondérale. Alors, quelles sont les causes à cette surcharge pondérale?
c'est le déséquilibre de la balance énergétique. Pendant très longtemps, le concept de balance énergétique était assez limité et on naissait avec une fragilité individuelle, familiale, c'est la génétique. Et puis, on regardait ce qu'on en faisait en termes d'apports, les apports caloriques, l'alimentation, et puis en termes de dépenses, les dépenses caloriques, l'activité physique. On sait aujourd'hui que toutes les calories ne se valent pas et qu'il y a bien d'autres déterminants dans l'installation, la constitution de cette obésité, avec notamment le stress. Le stress fait grossir, la cascade des corticoïdes fait prendre du poids, fait stocker, mais plus récemment, d'autres mises en évidence à travers l'épigénétique, un phénomène transgénérationnel qui explique lui aussi l'explosion des chiffres de l'obésité dans le monde et en Calédonie. Le microbiote, vous savez qu'aujourd'hui la plupart des maladies chroniques sont rattachables à la dysbiose, c'est-à-dire des problèmes de microbiote, et on verra comment on peut renforcer, améliorer ce microbiote. La pollution, les agents polluants sont responsables d'une bonne part d'obésité dans les pays développés, donc en Calédonie, et puis les fameux perturbateurs endocriniens que les femmes manipulent, notamment puisqu'on s'intéresse aux femmes, avec leurs produits d'hygiène et de beauté le matin dès le réveil dans leur salle de bain. Donc face à cet ensemble de causes, il va falloir mettre en place une stratégie opérante aussi efficace que possible, et personne à ce jour n'a trouvé le moyen de maîtriser l'obésité ni en Calédonie ni ailleurs. Mais bien entendu, 3 pistes essentielles qui consistent à améliorer l'alimentation des patients. On parle d'alimentation équilibrée. Cette alimentation, elle devrait rester plaisir. Elle est basée notamment sur les fibres. Pourquoi les fibres? Parce que les fibres vont nourrir ce fameux microbiote et gommer pour partie ces problèmes d'obésité. L'activité physique qui doit être adaptée, on a affaire à des personnes en surcharge pondérale. Elle aussi doit rester plaisir et elle doit être quotidienne. C'est pas très simple à mettre en place. Et vous voyez que pour ces 2 éléments, c'est le plaisir qui revient au premier plan. Le plaisir, c'est ce qui nous guide dans notre vie de tous les jours. Donc quand on parle comportement de santé et quand on cherche à les modifier, il faut se garder à l'esprit cette histoire de plaisir. Et puis le dernier point, c'est le bien-être, puisque il fait partie de ce triptyque. Il s'agit de laver notre esprit. Donc on est dans une société où le corps est au premier plan. Malheureusement, l'esprit est très souvent mis en réserve. Dans des civilisations et des cultures différentes, se laver l'esprit par la méditation notamment, ça se fait quotidiennement et très couramment. Eh bien, nous, on a pris du retard. Il va falloir qu'on apprenne à le faire et qu'on apprenne à le faire dès le plus jeune âge. Le bien-être, c'est aussi un sommeil de qualité et puis c'est apprendre à gérer le stress de notre société compliquée. Alors la prise en charge, elle peut se faire par le médecin, premier niveau, il donne des conseils dans ces différents domaines. La plupart du temps, ça marche. Si c'est insuffisant, inopérant, il va s'adjoindre la diététicienne ou le diététicien. S'il a affaire à un patient qui a des moyens financiers corrects ou bénéficie d'une mutuelle, il peut s'adresser au libéral. Et puis pour les patients désargentés, dans chaque CMS, il y a des diététiciennes qui peuvent accompagner la prise en charge médicale de ces patientes. Si c'est insuffisant, on passe au niveau suivant. Et bien sûr, les interventions en multidisciplinaire sont les plus payantes, sont les meilleurs résultats. Ça peut être le centre d'éducation en présence d'un prédiabète, fréquent en Calédonie, vous vous en doutez bien. Ça peut être au centre spécialisé de l'obésité si les moyens financiers de la personne lui permettent. Bien entendu, en CMS, là encore une prise en charge multidisciplinaire. Et puis, pour les cas retors, le CSSR ou bien la chirurgie et bientôt une nouvelle classe de médicaments avec une nouvelle indication. La chirurgie, vous la connaissez tous, c'est la sleeve gastrectomie qui permet notamment aux patientes qui ont des problèmes de fertilité de pouvoir, malgré leurs problèmes de poids, faire des bébés. Et puis, depuis quelques mois, la classe médicamenteuse des agonistes du GLP-1, qui fait partie
de la grande classe des incrétines, a obtenu une autorisation de mise sur le marché un peu partout dans le monde, dans la prise en charge médicamenteuse de l'obésité. Alors un petit rappel sur le mode d'action de ces médicaments. Ils agissent notamment au niveau cérébral sur la prise alimentaire, ils vont réduire la prise alimentaire. C'était déjà le cas de la classe précédente qui avait fait long feu, hein, vous vous rappelez, les endocannabinoïdes avec le médicament qui s'appelait Acomplia, qui a été responsable de nombreux suicides, qui a été retiré du marché quelques années après. Quand on joue sur les centres du plaisir, le centre de la récompense, bien, on peut faire courir des risques à nos patients. Donc ces analogues du GLP-1 agissent au niveau cérébral sur la réduction de la prise alimentaire. Au niveau de l'estomac, ils vont ralentir la vidange gastrique. Donc c'est les deux principaux phénomènes qui concourent à la perte de poids de nos patients. Et puis, c'est des médicaments qui sont aussi indiqués dans le diabète parce qu'ils permettent de réduire la production hépatique de glucose. Ils vont réduire la sécrétion postprandiale de glucagon hyperglycémiant et ils vont stimuler la cellule bêta pour une plus importante sécrétion d'insuline en fonction du taux de sucre dans le sang des médicaments dits intelligents. Alors, si on s'intéresse de plus près à la prise de poids pendant la grossesse, eh bien, il y a des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ces recommandations, elles sont basées par la situation pondérale de la patiente. Vous voyez que les recommandations en termes de poids dépendent de l'IMC de départ. Donc, quand on a une jeune femme, en tout cas une femme, qui est en situation de poids insuffisant, avec un IMC inférieur à 18,5, les recommandations, c'est une prise de poids pendant la grossesse qui va de 12 à 18 kg. Quand elle est en poids santé, c'est-à-dire entre 18,5 et 25 d'IMC, la recommandation, c'est un petit peu moindre, 12 à 16 kg. Entre 25 et 30, les recommandations, c'est qu'elle puisse prendre 7 à 12 kg. Et puis, au stade de l'obésité, les recommandations, c'est de prendre seulement 5 à 9 kg. Donc, plus on a affaire à une situation de départ péjorative, moins la prise de poids pendant la grossesse doit être importante. Alors, le diabète gestationnel dans tout ça, ça reste la première complication de la grossesse. La définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est un trouble de la tolérance glucidique qui va débuter ou qui va être diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Et vous vous rappelez que deux entités se cachent derrière, soit un diabète patent préexistant, la plupart du temps un diabète de type 2 bien entendu, et qui persistera après l'accouchement, soit une anomalie de la tolérance qui est réellement apparue au cours de la grossesse, généralement en deuxième partie de celle-ci, et qui disparaîtra au moins temporairement en postpartum. Alors la physiologie, la physiopathologie de ce diabète gestationnel, un peu l'histoire naturelle de la maladie, c'est que dans la première moitié de la grossesse, la patiente va voir son insulinosensibilité augmenter avec des glycémies un peu plus basses que d'ordinaire. Dans la deuxième moitié de la grossesse, au contraire, les hormones vont entraîner une insulinorésistance et qui normalement est physiologiquement compensée par un hyperinsulinisme relatif compensateur. Et bien dans le diabète gestationnel, la physiopathologie, cette fois après la physiologie, il va y avoir une augmentation insuffisante de cette insulinosécrétion compensatrice. Et notamment, on voit surtout des glycémies postprandiales qui sont augmentées. Les facteurs de risque, sans surprise, c'est l'avancée en âge, mais c'est surtout la surcharge pondérale. Vous voyez que au stade de la simple surcharge pondérale, du simple surpoids, le risque est multiplié par 2. Dès qu'on a un IMC supérieur à 30, le risque est multiplié par 4. Et au stade de l'obésité massive, avec un IMC qui dépasse 40, le risque est multiplié par 8, donc un risque exponentiel. Et puis bien entendu, dans ces facteurs de risque, les antécédents familiaux de diabète de type 2, il faut garder à l'esprit que ce diabète gestationnel, c'est un prédiabète. Alors le dépistage et le diagnostic, il est systématique chez toutes les femmes enceintes en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la prévalence importante du diabète en Calédonie. Il est réalisé en 2 temps depuis 2010, ce sont les recommandations. On fait une glycémie à jeun au premier trimestre, qui est positive si le résultat égale ou dépasse 0,92 g. Et on fait une hyperglycémie provoquée orale à 75 g de glucose au début du 2e trimestre, avec entre la 24e et la 28e semaine. C'est à ce moment-là que la tolérance glucidique se détériore. On fait 3 prises de sang
Et on pose le diagnostic si une seule valeur dépasse les ABAC. Donc au temps 0 si le résultat dépasse 0,92 g, à 1 heure si le résultat égale ou dépasse 1,80 g, et à 2 heures si le résultat égale ou dépasse 1,53 g. Alors la prévalence attendue de ce diabète gestationnel, elle est un peu supérieure à la prévalence du diabète de type 2. C'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc on s'attend à une prévalence un peu supérieure à 10%. 10%, c'était la prévalence chez l'adulte de l'étude Caldia en 92. On aura les résultats bientôt de la prochaine étude. Pourtant, sur les données CAFAT en 2019, seulement 233 cas de diabète gestationnel ont été recensés pour 5000 naissances. Donc une prévalence 2 fois inférieure à ce à quoi on s'attendrait. Donc il y a certainement matière à creuser et on aurait tout intérêt à organiser un groupe de travail ville-hôpital sur ce problème du diabète gestationnel, et ça pourra faire partie de la discussion juste après nos interventions. Alors cette prise en charge de la femme qui présente un diabète gestationnel, dans les recommandations, elle doit être bien sûr multidisciplinaire, en ville, en clinique, à l'hôpital. Et puis le centre d'éducation, comme on va vous le présenter maintenant, est là pour soutenir les équipes et les professionnels de santé dans cette prise en charge. Bonsoir, donc moi je suis Émilie Simonet, je suis diététicienne au centre d'éducation. Donc je vais vous, avec Armelle, qui est infirmière d'éducation, on va vous présenter la prise en charge donc, des femmes enceintes avec un diabète gestationnel donc, au centre d'éducation. Donc, en premier lieu, on reçoit les femmes enceintes qui sont adressées par un prescripteur. Donc, le prescripteur de ce stage de diabète gestationnel, ça peut être les gynécologues, ça peut être également les endocrinologues, ou bien les sages-femmes ou les médecins généralistes. Donc, en fait, voilà, le fléchage, il est multiple au niveau du centre d'éducation. Il ne faut pas oublier par contre de faire, quand il y a des résultats pathologiques au niveau de la GPO, la demande de prise en charge CAFAT et également l'ordonnance pour le kit lecteur. L'ordonnance, enfin la fiche de prescription, donc pour les prescripteurs que je vous ai détaillés avant, c'est celle-ci que vous aurez à votre disposition derrière si vous voulez en prendre. Donc on a essayé de faire une fiche qui reprenne pas mal d'informations concernant la patiente. Notamment tout ce qui va être les chiffres de dépistage de ce diabète gestationnel ou bien l'historique obstétrical. Donc il y a vraiment une partie à remplir par le prescripteur, et sur la partie droite, il y a une partie à remplir par la patiente. Parce qu'en fait, on aimerait que la patiente un petit peu fasse aussi l'analyse de sa situation et comprenne un petit peu pourquoi elle fait un diabète de grossesse. Donc cette partie-là, elle est aussi importante à remplir par la future maman. Alors, donc... Non. Et Vous m'entendez? Non. Bon. Alors donc au centre donc nous faisons essentiellement donc de l'éducation thérapeutique. Donc je vous rappelle la définition de l'OMS. Donc elle vise à aider le patient à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Et cette éducation thérapeutique fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Donc au centre, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire. C'est notre force, je dirais même. Donc pour le diabète gestationnel, on a notre secrétaire coordinatrice, donc Christelle Châtelard. Bien sûr, on a déjà parlé du médecin, le docteur Megrawa, d'Émilie, la diététicienne, de moi-même. Mais au centre d'éducation, nous avons aussi un prof d'activité physique adaptée, Marc Guérini, et Sophie Collin, la psychologue. Mais c'est vrai que pour le diabète gestationnel, c'est beaucoup plus ces personnes-là qui interviennent.
Donc le premier rendez-vous, donc le rendez-vous, il est pris en général par le gynécologue ou bien par la personne enceinte. Et donc, il faut qu'elle soit disponible 2 heures environ. Donc, en fait, dès que la personne arrive, la secrétaire coordinatrice fait un dossier. Puis ensuite, la personne voit le médecin pendant une petite demi-heure, moi l'infirmière pendant une petite demi-heure et la diététicienne pendant 1 heure. Alors moi je reçois ces patientes pour leur expliquer ce diabète gestationnel, hein, refaire le point avec elles en partant de ce qu'elles en savent, ce qu'elles ont compris. Il s'agit pour l'essentiel de rassurer, hein, ce diabète gestationnel, on sait parfaitement le prendre en charge, 9 fois sur 10 comme on va le voir, sans même avoir recours aux médicaments. Les déculpabiliser aussi parce que elles se disent voilà, j'ai mal fait, j'ai mal mangé, c'est de ma faute. Donc c'est important ces 3 temps d'explication, d'éducation thérapeutique, mais aussi de rassurer et de déculpabiliser les patientes. Donc après avoir vu le médecin, donc les patientes me voient. Donc mon rôle à moi en tout premier, c'est de vérifier que la personne a bien eu la demande de prise en charge et qu'elle a déposé cette demande de prise en charge à la CAFAT en amont, qu'elle a aussi eu une ordonnance avec la prescription du lecteur. Soit le lecteur est déjà inscrit sur l'ordonnance, mais c'est vrai que je préfère largement qu'il n'y ait pas de nom de lecteur sur l'ordonnance, parce que j'aime bien moi que les patients puissent choisir, la patiente puisse choisir leur lecteur en fonction de leur dextérité, de la simplicité. Donc voilà, donc mon premier rôle, c'est l'éducation à l'autosurveillance glycémique, le choix du lecteur et bien sûr la manipulation aussi du lecteur. On voit ensemble aussi les objectifs glycémiques, donc leur dire qu'avant chaque repas, il faut que la glycémie ne dépasse pas 95. Il faut que 2 heures après le début de chaque repas, il ne faut pas que ça dépasse 1,20. Et si la personne n'a pas la possibilité de faire 2 heures après, elle peut le faire aussi 1 heure après, et il ne faut pas que ça dépasse 140. Au centre, on leur donne aussi des carnets d'autosurveillance afin qu'elles puissent faire 6 tests par jour. Vous avez aussi des carnets au fond de la salle si vous en avez besoin. Parce que bien sûr, ces personnes vont devoir commencer tout de suite à s'autosurveiller. Hein, donc tout de suite après la consultation. On évoque aussi l'insuline, parce que bien sûr, si les résultats ne sont pas bons, soit il y a un réajustement diététique qu'on verra par la suite avec Émilie, ou soit il y aura un passage à l'insuline qui sera décidé par la personne qui a prescrit le stage et après avec l'endocrino. On parle aussi de l'après-grossesse parce qu'on voit déjà avec la personne que après la grossesse, elle a intérêt à perdre du poids et à ne pas reprendre du poids pour éviter de ne pas devenir diabétique. Et on parle aussi du tabac parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui fument ou alors elles ont arrêté de fumer juste avant la grossesse, mais après grossesse, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'elles vont reprendre, est-ce qu'elles ne vont pas reprendre? Donc elles ont aussi une information tabac pour l'arrêt du tabac et si besoin même essayer de voir avec le centre d'addictologie pour qu'elles puissent aller les voir pour l'arrêt du tabac. Du coup, après avoir vu Armelle, donc moi je vais les recevoir un petit peu plus longtemps en rendez-vous individuel. En premier lieu, je vais d'abord faire une enquête alimentaire pour voir un petit peu leur rythme, combien elles font de repas par jour, s'il y a des grignotages. Je vais essayer d'établir avec elles une journée type avec à peu près, enfin c'est toujours approximatif, hein, mais voir les quantités d'aliments qu'elles mangent.
notamment les quantités de féculents, les quantités de produits sucrés, les quantités de sucre, de fruits, pardon, et bien sûr le sucre. Je vais pas mal les questionner également. C'est vraiment une enquête détaillée sur tous les produits sucrés qu'elles peuvent manger. Donc que ce soit en quantité, que ce soit en fréquence, je vais vraiment aller dans le fond des choses. Et parce que c'est de là que va ensuite découler tous les conseils que je vais pouvoir leur donner. Sur ce rendez-vous-là, je vais également les peser et voir avec elles un petit peu l'historique de leur poids avant la grossesse et depuis le début de la grossesse. Voir un petit peu la prise de poids qu'il y a eu depuis le début de la grossesse. Ensemble, je vais leur expliquer, on leur remet en fait une fiche éducative qui explique les différents types d'aliments qui vont influencer sur la glycémie, l'effet des produits sucrés et puis un petit peu des généralités sur les autres groupes d'aliments pour qu'elles comprennent comment quand même avoir une alimentation équilibrée. Donc ensuite, on va construire ensemble une fiche diététique, donc c'est-à-dire une répartition journalière qui comprendra 3 repas. Donc là, c'est quelque chose qu'on va vraiment systématiquement mettre en place parce qu'il y a beaucoup de patientes qui prennent par exemple que 2 repas, qui prennent pas de petit déjeuner ou qui sautent des repas. Donc là, on impose vraiment les 3 repas en expliquant que c'est vraiment important d'avoir une répartition des apports sur la journée et 2 ou 3 collations en fonction de la faim, mais minimum de collations. Et puis en même temps, ça les rassure aussi de leur dire qu'il y aura 3 repas plus de collations pour leur dire vous inquiétez pas, on vous met pas au régime strict et le but c'est pas de vous affamer et que vous ayez tout le temps faim entre les repas. Voilà. Donc déjà elles sont un peu rassurées, des fois elles arrivent un petit peu paniquées. Et en général, à la fin, elles sont un peu plus rassurées de savoir qu'elles vont pouvoir manger même plus que ce qu'elles mangeaient avant, quoi. Plus et plus souvent. Un autre axe de cette répartition journalière, c'est la suppression des produits sucrés, également des produits édulcorés. Donc moi, je laisse en fonction de la patiente, en fait, des fois une petite tolérance sur le chocolat noir, par exemple. Mais c'est vraiment que là-dessus. Et encore, je leur dis, vous allez voir, si c'est quelqu'un qui vraiment est accro, par exemple, au chocolat, et on sent que ça va être difficile pour elle, on dit, on se donne une semaine, vous allez tester, vous allez voir ce que ça donne, et éventuellement, si ça passe, on peut garder. Mais d'entrée de jeu, par contre, sur tout ce qui va être sucre ajouté dans les boissons sucrées, ces choses-là, ça, on enlève direct. Donc là, on est vraiment, je suis assez claire là-dessus sur le fait qu'il faut stopper tous les produits sucrés. Le 3e axe, c'est une diminution des quantités de féculents et j'ai oublié de fruits également si les quantités sont excessives. Alors ça peut être une diminution ou alors ça peut être une répartition un petit peu différente, c'est-à-dire s'il n'y a pas de collation et mettons dans la matinée, de couper un petit peu prendre sur le petit déjeuner pour mettre en collation dans la matinée, prendre sur le repas du midi pour mettre en collation dans l'après-midi, de façon en fait à mieux répartir les apports de glucides sur la journée et d'éviter d'avoir des glycémies trop élevées. À la suite de ça, je leur explique également les fiches d'équivalence alimentaire, notamment pour les féculents et pour les fruits, qui seront en lien justement avec le nombre de parts de féculents et de fruits que j'aurais mis dans leur répartition. Et pour finir, je leur remets un semainier, donc une belle grille là, sur une feuille A3, un beau tableau à remplir pendant une semaine où elles doivent noter tout ce qu'elles mangent, en étant précises dans les quantités. Et c'est en parallèle à faire avec les tests d'autosurveillance glycémique. Donc voilà, ce rendez-vous il est assez dense, il y a beaucoup d'informations en général. À la fin du rendez-vous, elles disent ça fait beaucoup de choses à retenir, mais voilà, elles repartent quand même rassurées parce qu'elles savent qu'elles peuvent manger des choses qu'elles s'étaient imaginées plus manger. Et des fois, elles arrivent avec des a priori ou
prescripteur qui leur a fait un petit peu peur en leur disant qu'elles ne pouvaient plus manger de fruits, qu'elles ne pouvaient plus manger de riz, qu'elles ne pouvaient plus manger de pain. Et voilà, et du coup, elles sont totalement paniquées. Donc voilà, on leur dit que si, elles pourront manger ces choses-là, mais en faisant attention aux quantités au moment où elles les mangent. C'est bon ? Donc ensuite, on leur donne un rendez-vous une semaine après, donc à J7, et on leur dit de revenir avec leur semainier bien rempli et avec leur carnet d'autosurveillance glycémique bien rempli également. On est un petit peu tatillonne avec Armelle, on leur demande de noter les horaires des collations, les horaires des repas, les horaires des tests avant, les horaires des tests après, plus tout ce qu'elles mangent et les quantités qu'elles mangent. Donc on leur demande de revenir avec tout ça et de revenir aussi avec leur lecteur. Et vous allez voir que c'est important. Donc, et là, la deuxième semaine, quand elles reviennent, c'est un seul rendez-vous où on fait un rendez-vous commun, Armelle et moi. C'est un rendez-vous qui dure à peu près 30 minutes, où moi, je vais regarder le semainier, Armelle va regarder le lecteur et le carnet. Et puis, on va faire un petit peu l'analyse de la semaine qui s'est passée. Donc sur ce deuxième rendez-vous, on va d'abord voir avec elles comment elles ont vécu cette première semaine de régime, entre guillemets, avec ces nouvelles habitudes alimentaires, comment elles ont ressenti, est-ce qu'elles ont eu faim ou pas, est-ce qu'elles ont eu des difficultés avec le lecteur, avec le fait de se piquer le doigt. Des fois, la manipulation du stylo, ça a été un petit peu compliqué. Donc, Armelle revoit ça avec elle. Et puis là, après, on rentre vraiment dans le vif. Là, on regarde donc le semainier, les chiffres du carnet et plus ou moins du lecteur. Parce que ça arrive que sur le carnet, les chiffres, ils sont un petit peu toujours pareils. Ils se ressemblent un peu, ils sont un petit peu trop ronds. C'est du 1,05, du 1,10, du voilà, 1,05 encore. Enfin, et donc, ça nous met un peu la puce à l'oreille, en fait. Et on se dit, donnez-nous le lecteur. Et en fait, on regarde dans le lecteur. Et puis, c'est pas les mêmes chiffres dans le lecteur. Alors déjà, il y a des tests en plus, parce que le lecteur, souvent, il y a le tonton qui veut tester, et puis on fait tester le papa, et puis il y a toute la famille qui utilise le lecteur. Donc après, on ne sait plus qui. Est-ce que c'est la patiente qui a fait ce test-là, ou est-ce que c'est quelqu'un de la famille ? Et du coup, des fois, elle nous note dans le carnet, par exemple, des chiffres, et ils n'existent pas dans le lecteur, ces chiffres. Il n'y a pas eu de test. Donc voilà, on a l'habitude, on repère. On leur dit que c'est pas dans leur intérêt de faire ça. D'autant plus s'il y a de l'insuline, où ça peut fausser un petit peu l'analyse ou la prescription du protocole d'insuline. Là, ça va être plus, pas dramatique, mais ça va être plus compliqué. Donc, en général, quand il se passe ça, on leur dit c'est reparti pour un tour. On vous redonne un semainier. Et puis on vous revoit encore dans une semaine. Parce que normalement, le semainier, ça dure qu'une semaine. Elles ne font pas ça jusqu'à l'accouchement, parce que c'est quand même un peu pénible à remplir. L'autosurveillance glycémique jusqu'à l'accouchement, oui, ça on les a prévenus dès le début. Mais voilà, quand les chiffres ne correspondent pas aux chiffres du lecteur, ou alors qu'il n'y a pas eu assez de tests, parce que ça arrive aussi que des fois, avec le travail, elles n'arrivent pas à faire le test 2 heures après. Bien 2 heures, elles vont le faire plus de 2 heures après le repas, après le début du repas, et du coup le chiffre il n'est pas interprétable. Donc on leur dit que c'est vraiment important qu'elles respectent bien ce 2 heures après le début du repas, et donc on leur demande de refaire de suivre plus assidûment la fiche diététique et la surveillance glycémique, et on les revoit donc une semaine après. En fonction des chiffres qu'on a, on va, si besoin, ajuster la fiche diététique, peut-être augmenter les quantités de féculents ou ajuster la composition des collations, par exemple, en rajoutant une tranche de pain ou un fruit. Enfin, ça dépend un petit peu de ce qu'elles ont pris. On remarque quand même qu'il y en a beaucoup qui, des fois, ne prennent pas les collations entre les repas parce qu'elles disent tout simplement qu'elles n'ont pas faim. Et le fait d'avoir l'autosurveillance glycémique à côté,
on remarque des chiffres trop bas avant le repas, et là, ben, nous, ça donne du poids à notre discours de dire, bah, là, la glycémie, elle est trop basse. Alors, être trop haut, c'est pas bon pour bébé, mais être trop bas, c'est pas bon non plus. Donc, la collation, elle est vraiment indispensable. Donc, on arrive en général, à leur faire prendre la collation quand les chiffres le démontrent bien. Et on les repèse également sur ce rendez-vous, et ça permet de voir sur une semaine un petit peu l'évolution du poids. En général, elles prennent quelques centaines de grammes, ou elles en perdent, je sais pas, elles perdent 500 grammes, ou c'est stable. Nous, ce qu'on n'aime pas trop, c'est qu'elles perdent du poids. En général, si elle a perdu, c'est arrivé des fois qu'elle perd 1 kilo ou un peu plus, on leur dit, bah là, c'est que vous avez été trop... En général, elles font ça parce qu'elles ont peur de passer à l'insuline. Donc, du coup, elles se restreignent trop. Et quand on le voit, nous, par le chiffre sur la balance, on leur dit, non, mais là, c'est pas le but, c'est pas de perdre du poids. Le poids, c'est pas pendant la grossesse qu'il faut le perdre. C'est après la grossesse, après l'accouchement. Même s'il y avait un surpoids avant la grossesse, mettons qu'elle était... alors, Dominique a exposé tout à l'heure, voilà, la prise de poids, elle est quand même positive. Même si la patiente, elle est avant la grossesse en surpoids ou en obésité, il n'y a pas de perte de poids, pas d'objectif de perte de poids pendant la grossesse. Ces objectifs-là, ils viendront en postpartum. Et si besoin, à ce rendez-vous, on va orienter vers la psychologue du centre d'éducation ou vers le centre de soins d'addictologie pour le tabac plutôt, et la psychologue s'il y a du stress. Alors des fois, c'est quand même mal vécu, ce diabète gestationnel, ou alors c'est compliqué au travail, ou elle est fatiguée, il y a les autres enfants à gérer, plus les tests, le semainier, faire les repas. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Il y en a qui ont vraiment du mal... J'ai vécu d'une autre grossesse qui ne s'est pas bien passée. Voilà, c'est vraiment, c'est multifactoriel, et du coup, voilà, on n'hésite pas à dire, si vous avez besoin, il y a une psychologue à disposition ici, il ne faut pas hésiter. Ça peut les aider à mieux vivre cette période. Voilà, je pense que sur ce deuxième rendez-vous, je pense que j'ai tout dit. Donc après ces rendez-vous, il y a un courrier de compte-rendu qui est envoyé au médecin prescripteur du stage, donc qui est bien souvent le gynécologue. Il y a aussi le compte-rendu, il est envoyé à l'endocrinologue s'il y a eu une ordonnance déjà de fait par le médecin prescripteur pour un endocrinologue. Le compte-rendu est aussi envoyé au médecin traitant et à la sage-femme s'il y en a une. Et bien sûr, si les résultats ne sont pas bons et que malgré le réajustement diététique, les résultats sont trop élevés le matin à jeun, par exemple, ou bien les glycémies avant de manger, ou même les glycémies postprandiales, c'est le médecin prescripteur qui décidera d'une consultation chez l'endocrino. En aucun cas, nous, au centre, on ne fait une prescription vers le médecin endocrino. Donc la patiente, elle repart avec un rendez-vous un mois et demi après l'accouchement. Donc elle revient nous voir, elle revient me voir surtout, elle revient me voir pour justement, on va dire, à visée de prévention du diabète. Donc je la vois pendant à peu près 1 heure où on parle de justement comment s'est passée la fin de la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, est-ce qu'il y a eu des hippos pour bébé à la grossesse, à l'accouchement plutôt, est-ce que elle a repris, elle continue ses collations, est-ce qu'elle l'allaite, est-ce que elle a repris du poids, est-ce qu'elle reprend le sucre, est-ce qu'elle a repris la cigarette. Enfin, on fait un petit peu un état des lieux après l'accouchement. Et s'il y a des difficultés au niveau de l'alimentation, elle revoit Émilie. Et il y a aussi donc la possibilité de voir le prof d'activité physique au centre. Et bien sûr, comme Dominique vous l'a dit, ce sont des personnes qui sont la plupart du temps on va dire des futurs diabétiques. Donc on leur propose, quand il y a des grosses difficultés, ou même pas forcément des grosses difficultés, on leur propose un stage de pré-diabète au centre. Donc ils ont la possibilité de venir faire un stage dès que possible au centre. Ouais, donc s'il y a des antécédents familiaux, bien sûr, si le poids n'a pas bougé ou a augmenté, ou si le poids du bébé était important, dernièrement on en a eu 4,5 kg je crois, et si aussi
la glycémie dans les 1 an est supérieure à 1,10 et donc du coup là c'est vraiment du prédiabète. Et donc, vous avez, enfin, ils vont voir leur médecin et en fait, vous avez la possibilité de remplir cette fiche. Donc, c'est la fiche de prescription d'un stage. Donc là aussi, c'est une fiche qui est facile à remplir. Donc, un petit peu comme pour le diabète gestationnel, il y a une partie pour le médecin, il y a une partie pour la patiente, pour qu'elle s'approprie déjà un petit peu ses facteurs de risque et qu'elle s'approprie aussi, du coup, le besoin de faire le stage. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez vu que cette personne peut devenir diabétique très vite ou dans un avenir un peu plus loin. Donc, 3 mois après la grossesse, s'il y a un suivi médical bien souvent qui doit être fait. Donc, si la personne a vu pendant sa grossesse l'endocrinologue, bien souvent, il y a une prescription d'une glycémie capillaire qui est faite dans les 3 mois. Plus ou moins une hémoglobine glyquée, plus ou moins une HGPO. Sinon, c'est du domaine du gynécologue, lors de, par exemple, la prescription je ne trouve plus le mot. Voilà. Ou bien du médecin généraliste, ou bien de la sage-femme, de veiller à ce qu'il y ait une glycémie faite dans l'année qui suit la grossesse, et voir, pourquoi pas, tous les ans, pour voir s'il ne déclare pas un diabète. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Et donc, on vous remercie de votre attention et on attend vos questions, si vous en avez.